Alors maintenant, je vous propose d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements la sportive, la lumineuse, l'extraordinaire Rosen. Il aura fallu une fraction de seconde, une seule petite fraction de seconde, pour que je passe de danseuse au conservatoire à fauteuil roulant. Une fraction de seconde pour que mon rêve de devenir ballerine s'évanouisse. Une seconde qui pourtant n'est pas grand-chose, mais peut changer le cours d'une vie. Alors ce qui est dingue, quand on est optimiste, c'est toutes ces phrases qu'on entend à notre sujet. Vous savez, du style « Oui, mais c'est facile pour toi » ou « T'as toujours eu de la chance ». Non, j'ai mieux. Ce fameux « Tu as le don pour voir le bon côté des choses ». Facile, chance, don. Depuis l'âge de 5 ans, je pratique la danse classique. Je rêve de devenir danseuse professionnelle et d'intégrer un corps de ballet. À 13 ans, pleine d'audace et de courage, je quitte ma famille et je pars à 1 heure de chez mes parents. J'intègre le conservatoire de danse à Rennes. Ouais, à 1 heure de chez mes parents, à 13 ans. Mon grand-père, lui, j'ai de la chance, il habite dans une ferme près de Rennes. Tous les week-ends, on s'y retrouve en famille. Et parmi toutes les activités qu'on peut faire dans une ferme, conduire le tracteur de grand-père est l'une de nos favorites. Ce jour-là, ma sœur Marie me demande de lui apprendre à conduire. J'ai 14 ans. Elle en a presque 13. Avec notre autre sœur, Valentine, âgée de 6 ans, on s'installe sur ce que vous avez vu là, le tracteur, le vieux Massey Ferguson. Marie est au volant, Valentine assise sur le siège du côté, et moi je suis debout, sur le marchepied du côté, à moitié en équilibre. Mais on l'a fait des dizaines de fois. Puis, ce jour-là, une erreur, 1 seconde, une mauvaise manipulation. Le tracteur s'emballe, fonce et termine sa course dans la grange. À l'impact, je tombe et je me retrouve coincée entre la grange et le tracteur. Dans la panique, ma sœur fait une marche arrière. Et à ce moment-là, mes jambes se font happer par l'énorme roue arrière du Massey Ferguson. Vous savez, ces grosses roues crantées, hautes comme ça. La douleur est horrible, violente, insupportable. En une fraction de seconde, mon cerveau se met en mode protection et survie. C'est comme si quelqu'un venait d'appuyer sur le bouton pause. Je souffre. Et pourtant, je ne ressens rien. Mais rien de chez rien. Alors bon, en revanche, je hurle. Hein. Tout le monde hurle. Si bien que mon père et mon grand-père entendent nos cris à 200 mètres plus haut. Ouais, 200 mètres plus haut. Mon corps est abîmé. J'ai mal, je souffre. Là, à ce moment-là, je me raccroche au plus profond de moi, à ce que je sais faire de mieux. Rester positive, bah oui, je respire encore. Je suis entourée de mon père, de mon grand-père et de mes sœurs. Et en attendant, tous ensemble, on se met à prier en attendant les secours. Alors, quand les pompiers arrivent, inutile de vous le dire, ils comprennent tout de suite que c'est grave. J'ai la trace de la roue sur tout le corps, du visage à la cage thoracique, en passant par mes jambes. Heureusement, il a plu la veille. Et le poids du tracteur d'1,5 tonne m'a enfoncé dans le sol meuble. Ouais, 1,5 tonne. À l'image de ma mésaventure, on s'est tous sentis un jour écrasés par le poids des épreuves, des difficultés, des obligations, des responsabilités ou des attentes, se demandant comment faire face à une telle pression. Mon corps est abîmé. Mes jambes sont écrasées et brûlées. J'arrive à l'hôpital. Après examen, le verdict tombe. Votre fille est une miraculée. Le haut du corps n'a pas été touché. En revanche,
Elle a le bassin déplacé, fracturé, cheville tibiale cassée et de multiples brûlures sur les jambes. Je relativise, hein. Tout va bien, j'aurais vraiment pu y rester. Elle va devoir passer plusieurs mois en fauteuil avant de pouvoir remarcher. Il m'aura fallu 1 seconde pour comprendre que la danse était finie. 1 seconde qui pourtant n'est pas grand-chose, mais peut tout changer. Les amis, quand tout s'effondre, notre plus grande force, celle qui nous aide à tenir bon, à ne pas tout abandonner, à ne pas se victimiser, à ne pas s'isoler, à ne pas ruminer des pensées négatives, et qui permet à chacun d'entre nous de se relever plus fort, plus déterminé et plus résilient, ben c'est l'optimisme. Vous avez tous déjà entendu au moins une fois « Oui, mais c'est facile pour toi. » Ah, voyez monsieur, madame, pareil pour moi, on me le dit tout le temps, et ça m'énerve. Vous est-il déjà arrivé de réussir quelque chose simplement parce que vous vous êtes plus investi que les autres? J'ai 15 ans. Quand je me fais convoquer par le principal dans la salle des profs pour me demander ce que je veux faire plus tard. Et là, je me dis, il me charrie. Vous avez compris le jeu de mots? Charrie. Ah, super. Je me dis avec beaucoup de confiance et d'assurance que je vais être dans le sport. Devant tout le monde, il me dit, tu sais, c'est bien d'en avoir là-dedans, mais il faut en avoir là-dedans aussi. Et pour l'instant, tu n'as pas grand-chose. Violent comme phrase, hein? La fameuse phrase poison. Hein. Voilà, voilà, la graine est semée. On en a tous entendu de ces phrases poison. C'est quoi votre phrase poison à vous? Moi, je me dis, tu ne vas quand même pas laisser ce prof te faire douter de toi. Après tout ce que tu viens de traverser, ce serait quand même bien con d'en rester là. Ce prof, lui, il ne savait pas que j'avais eu cet accident de tracteur. Mais moi, cet accident, c'était devenu ma force, celle qui donne envie de me battre. Vous vous souvenez qu'en cours d'EPS au collège, on a expérimenté toutes sortes de sports? Alors, il y a ceux qu'on n'aime pas. Et puis, il y a ceux qui commencent à nous plaire. C'est là où moi, je découvre le karaté. Avec le karaté, je retrouve des valeurs qui me sont chères. Et puis en plus, que je connais bien en tant qu'ancienne danseuse. Rigueur, discipline, respect des consignes, concentration, persévérance, stabilité, posture droite et engagée. Et je me débrouille plutôt bien. D'ailleurs, ça n'échappe pas à Eric, le prof de karaté, qui avait son propre club. Autant vous dire qu'il insiste pour que je m'inscrive dans son club. Et je finis par m'inscrire. On se retrouve 2 fois par semaine pour les entraînements. 2 petites heures par semaine. Mais moi, ça ne me suffit pas. Je veux en découdre, je veux faire de la compétition, je veux des médailles, je veux gagner. Et je veux me prouver à moi-même que je suis capable. Moi, ce n'est pas 2 heures par semaine que je passe au dojo. Non, mais 17. Si, 17 heures par semaine. Alors, ce qu'il faut savoir, au karaté comme au judo d'ailleurs, si vous connaissez un peu plus le judo, c'est que quand on fait une première année dans cet art martial, on reçoit une ceinture blanche. Puis tous les ans, on monte en grade. On passe de la blanche à la jaune, à la orange, la verte, la bleue, la marron, la noire, et après ce qu'on appelle les dan. Attends, hop. Première dan, deuxième dan, etc. Donc en gros, est-ce que vous avez une idée pour passer à la ceinture noire, combien d'années il faut? Il faut au minimum... Ouais, il y en a qui calculent vite. Il faut au minimum 7 ans de tatami. Et encore, si vous l'avez, si tout va bien. Je suis passée de la ceinture blanche à la ceinture marron en 2 ans au lieu de 6. Ben oui, messieurs, dames, parce que quand on bosse 8 fois plus que les autres, on va aussi 8 fois plus vite. J'avais compris que si je voulais des résultats au-dessus de la norme, je devais bosser plus que la norme. Parce que moi, je n'étais pas là pour le loisir. J'étais là parce que je voulais faire des compétitions. Je voulais gagner. Au bout de 2 ans, j'arrive enfin dans mon premier championnat de Bretagne en combat. Tu m'étonnes, je suis tellement contente, j'ai hâte de commencer. Avec Eric, le prof de karaté, on se retrouve à Rennes, dans un gymnase aménagé pour l'événement. Il y a des tatamis partout. J'ai le trac, autant vous le dire. Mais, comme aujourd'hui d'ailleurs, mais le bon trac. Vous savez, celui qui gonfle à bloc. J'étais sûre de moi.
Ce track, c'est ce qu'on appelle le track de la gagne. Il y avait des dizaines de clubs des 4 coins de Bretagne. Et moi, en voyant cette salle avec les 4 zones de combat, j'ai hâte, je suis impatiente de commencer. Et là, mon tour arrive. J'enchaîne les combats, je les gagne tous. J'élimine mes adversaires, un à un. Ma confiance monte. Bon, un peu trop. Hein. J'arrive en finale, gonflé à bloc. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, qui a quand même toute son importance dans l'histoire, c'est que dans la fougue de ma jeunesse, j'étais devenue un petit peu agressive. Oui, quand on vit en cité, il faut savoir faire sa place. Bref, je suis à 2 doigts d'être championne en Bretagne quand, à la fin du combat, le juge attribue la victoire à mon adversaire. Je perds. J'arrive 2e. Mais je n'accepte pas d'avoir perdu. Oh non. On salue les juges, on se salue. Et quand la fille fait demi-tour pour quitter le tatami, je la poursuis, ça va très vite, je la retourne et je lui en colle une. Ouais. Ça arrive. J'avais perdu le contrôle de moi-même. Les amis, on peut tout perdre quand on perd le contrôle de soi. Je l'ai vite compris. J'ai été disqualifiée. Ça veut dire que je n'avais même plus la deuxième place, la douche froide. Bon, pour moi, mon prochain objectif, il est très clair. Devenir championne de France. Et je sais exactement comment rendre cet objectif possible. Je dois faire différemment, mieux et autrement. Ah non, je me suis perdue. C'est direct. J'ai perdu un bout de ma conférence. On dit toujours qu'il faut un trou de mémoire. C'est le premier, il n'y en aura plus après. Donc je la retourne et je lui en colle une. Vous avez suivi ça? Ah, excellent. Je suis disqualifiée, je n'ai même plus la 2e place. La douche froide. J'avais perdu le contrôle de moi-même. Eh ouais. On peut tout perdre, les amis, quand on perd le contrôle de soi. Et je l'ai vite compris. L'évidence est là. Je dois apprendre à maîtriser mes émotions, comme aujourd'hui, et à me contrôler. J'y travaille, jour après jour. Et à force de persévérance et d'entraînement intensif, l'année suivante, je deviens championne de Bretagne. Ouais, l'année suivante, je deviens championne de Bretagne. Pour moi, c'est clair. Mon prochain objectif, c'est devenir championne de France. Et je sais exactement comment rendre cet objectif possible. Je dois faire mieux, différemment. J'augmente mes heures d'entraînement jusqu'à atteindre les 25 heures par semaine. Je peaufine chaque geste, chaque détail, en les répétant et répétant encore. Je m'entoure évidemment des meilleurs, comme les frères Fécac et Michael Milon, tous champions du monde. Et tous les week-ends, je monte à Paris pour m'entraîner avec eux et apprendre de leur expérience. Je suis prête. Le championnat arrive. On est lundi et je combats au championnat de France le samedi, soit dans 5 jours. Sauf que ce soir-là, à l'entraînement, je me fais casser le nez. Alors blessée, je n'ai pas le droit de participer au championnat. Avec Eric, mon prof de karaté, on décide de ne rien dire et de camoufler au mieux ma blessure. Mon cerveau est conditionné pour la victoire. Je ne peux pas m'entraîner physiquement, c'est pas grave. Je décide de prendre ce temps et de l'utiliser pour me concentrer, visualiser et glacer un maximum mon visage pour faire disparaître les hématomes. Le jour J arrive. On est au championnat de France. C'est samedi. Je maquille au mieux mon visage pour camoufler le peu de bleu qui me reste. Les heures passent, j'attends mon tour, je reste concentrée sur mon objectif, je ne me laisse pas distraire par l'environnement, je respire et garde toute clarté. À nouveau, je remporte tous mes combats. Me voici en demi-finale, le combat commence, j'enchaîne les actions, pied, poing, esquive, déplacement, je bloque, contre-attaque, je suis gonflée à bloc de confiance. Tellement que j'en oublie mon nez cassé. Ma surconfiance me fait baisser ma garde. Grosse erreur. Mon adversaire, elle voit la faille, elle m'envoie un coup de pied retourné dans le visage qui redéplace instantanément mon nez. Le sang coule à fond, les juges arrêtent le combat, fini pour moi,
je suis éliminée pour blessure. Je perds au pied du podium. Et là, si vous regardez bien, j'ai le nez cassé. Cette expérience m'a appris qu'il est essentiel d'apprendre de ses erreurs pour éviter que ça se reproduise et aussi pour s'améliorer. Quelles leçons pouvons-nous tirer de nos échecs pour faire autrement? Et puis, que nous apprennent nos échecs sur nous, notre approche et notre équipe. En ce qui me concerne, cette prise de conscience associée à une motivation sans faille, un travail acharné, de la détermination et des victoires. L'année suivante, je rends l'un de mes rêves possibles. Je rentre en équipe de France. Objectif atteint, checklist de vie cochée, ça, c'est fait. Vous vous souvenez tout à l'heure? Oui, mais c'est facile pour toi? Il y en a plein d'autres comme ça. T'as de la chance. Toi, t'as un don. Tu dois avoir une génétique favorable. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai entendu dans la salle. Non, mais sérieux, tout ça, c'est du bullshit. Mes parents sont divorcés. Ma mère s'est remariée et part vivre à l'île de la Réunion avec mes sœurs. Moi, je décide de rester en France avec mon père et mon frère. Sauf que le contexte compliqué m'oblige à les rejoindre et à arrêter le karaté. Mais quand tu as le sport dans les tripes, tu as besoin d'en faire. Tous les jours, il y a des cours de fitness sur la plage. J'y vais, je pratique quotidiennement et je me découvre une nouvelle passion. Pour moi, c'est clair, je veux devenir coach sportive. Une fois rentrée en France, je fais tout ce qu'il faut pour avoir mon brevet d'état des métiers de la forme. En gros, pour faire simple, je deviens prof de fitness. Sauf que pour valider cette année, les cours de natation sont obligatoires. Donc, comme Bertrand, que vous avez vu tout à l'heure, j'apprends à nager 2 heures par semaine. 2 petites heures par semaine. L'année suivante, comme je suis une femme de challenge, je décide de passer mon brevet d'état de natation. Ben oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ah oui. Ah ouais, parce que pour y prétendre au brevet d'état de natation, il faut passer des sélections. Hein. Et ces sélections, il faut absolument que je vous les raconte. C'est encore un grand moment de ma vie. 50 candidats pour 27 places. Mais ça, je vous le réserve pour la version longue de ma conférence. Vous avez compris? Avec cette expérience de la natation, j'ai encore appris à relever un défi qualifié d'impossible. Nous avons tous des gros défis à relever, non? Vous savez, ceux qui vous font douter. Vous savez que vous devez y aller, mais vous êtes rempli d'appréhension et de doute. Ces moments où on se dit qu'il faut se jeter à l'eau. Là, pour le coup, parfois au sens propre du terme. Mes histoires sont aussi une allégorie de notre quotidien. On arrive tous à un moment où on a l'impression de couler, de ne pas maîtriser les éléments extérieurs. On se prend des beignes en pleine gueule, on baisse la garde et on arrive même à 2 doigts du découragement. Et parfois, on découvre qu'on peut aussi compter sur les autres. Ben oui, parce que je n'oublie pas tous les encouragements que j'ai reçus de ceux qui ont cru en moi et qui croient en moi. Entourons-nous de gens qui nous tirent vers le haut, qui sont dotés d'optimisme et qui croient au possible. Les amis, on néglige beaucoup trop souvent la puissance des encouragements. Ouais. Se soutenir mutuellement, les amis, ça aussi, c'est la clé de la motivation. Un collègue flanche, allons l'encourager, le conseiller, le soutenir, l'aider. Mes histoires sont aussi les vôtres. Finalement, nous nous battons tous, que ce soit sur un tatami ou dans un océan de problèmes. La puissance de l'optimisme, c'est comprendre qu'on ne laisse pas les épreuves nous définir. Nous ne sommes pas nos épreuves, au même titre que nous ne sommes pas nos échecs. Au contraire, on se dit qu'elles nous rendent plus forts, qu'elles font partie du process et qu'on va en tirer des leçons. L'optimisme, c'est quoi? L'optimisme, c'est un mode de fonctionnement cérébral, un biais cognitif qui conditionne notre cerveau au possible. C'est aussi choisir
de s'attarder aux possibilités, aux solutions. L'optimisme est un prisme, une interprétation, celle qui donne envie de croire que c'est possible. Mais c'est aussi se concentrer sur son pourquoi. Les amis, se souvenir de pourquoi on fait les choses nous reconnecte à notre motivation intérieure. Pourquoi on y croit? Pourquoi on est là? Pourquoi on veut faire ça? Se reconnecter à ce pourquoi fort qui nous a fait nous lancer dans cette aventure. Est-ce que ma vie, notre vie ici, est une histoire de chance, de don ou de facilité? Oh que non. Et vous savez quoi? S'en rendre compte nous donne aussi envie de nous les féliciter. Nous l'avons fait. Oui, parce que penser que toute une histoire de chance banalise tous les efforts que nous avons mis en place pour réussir. Félicitons-nous. Ça aussi, ça booste l'optimisme. Ce qui rend la réussite possible, ce sont les choix que l'on fait. Premièrement, l'audace. L'audace de faire ce qu'on n'a jamais fait auparavant. Ensuite, la capacité à changer son état d'esprit face aux obstacles. Puis, le choix de ne pas abandonner. Parce que, si, messieurs, dames, ne pas abandonner est un choix. Au même titre qu'abandonner, d'ailleurs. Une envie profonde de se prouver que nous sommes capables. Se reconnecter à son pourquoi, sa motivation, ses pensées positives, peu importe, à partir du moment où vous vous sentez connecté. Travaillez mieux, travaillez plus, passez de longues heures à répéter, à peaufiner chaque détail, chaque geste. Personne ne réussit dans le fond de son canapé. Mais non. Une envie profonde aussi, de rester focus. Vous voulez gagner? Eh bien, pensez comme un gagnant. N'oublions pas l'optimisme. À toute épreuve, même dans les moments de doute, et croyez-moi, comme vous, je n'y échappe pas, ils sont nombreux. Vous éprouvez un moment de doute, reconnectez-vous à votre cœur et à votre pourquoi. Les amis, la magie réside dans chacun de nous. Cette magie s'appelle l'optimisme. En embrassant l'optimisme, en choisissant de voir au-delà des obstacles, en croyant fermement en nous, en nos capacités, en la vie aux autres collectifs, nous avons le pouvoir de transformer nos vies, de transformer nos perceptions et aussi de transcender nos résultats. L'optimisme, c'est cette énergie incroyable qui donne foi en soi, aux autres et au possible. En faisant preuve de cette foi, de courage, de résilience, de détermination et de travail, nous pouvons tous rendre l'impossible possible. Merci.